le principal obstacle au bonheur, c'est nos propres pensées. C'est pas quelque chose d'extérieur à soi. Le bonheur pour moi, c'est la liberté. Pour moi, c'est très simple en fait, le bonheur. C'est juste être. Bienvenue sur le podcast C'est quoi le bonheur pour vous ? Je m'appelle Julien Perron, je suis le réalisateur du film C'est quoi le bonheur pour vous ? Pendant plus de 4 ans, je suis parti à travers le monde pour interviewer 1500 personnes autour de cette question fondamentale. À travers ce podcast, on parlera bien-être, développement personnel et médecine douce. Je vous souhaite un merveilleux voyage sur la route de la connaissance de soi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Nathalie Lefebvre. Nathalie est journaliste chez Santé Port-Royal et responsable d'antenne Radio Médecine Douce. Elle a écrit le livre best-seller « C'est décidé, je m'épouse ». Nathalie est devenue une amie avec le temps et j'ai eu grand plaisir à échanger avec elle autour du bonheur. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Nathalie. Salut Julien. Merci de m'accueillir. Aujourd'hui, on est chez toi, dans tes bureaux, à Radio Médecine Douce. Donc c'est super d'être ici. Alors, tu sais pourquoi je suis ici. On parle du bonheur. On est en train de réaliser un documentaire qui s'appelle... Non, je sais pas. Moi, il y avait un mec bizarre avec une caméra dehors et je t'ai laissé rentrer, mais... Ouais, j'ai vu de la lumière, j'ai sonné. Explique-nous. Et donc, on est en train de refaire... pas refaire, non. On a envie d'apporter un éclairage sur le bonheur. Et donc, du coup, notre question, c'est quoi le bonheur pour vous ? Alors, c'est quoi le bonheur pour toi ? Alors, c'est déjà une vaste question. J'imagine, comme tu le soulignais, que 7 milliards d'individus, 7 milliards de définitions différentes. Je me suis posé la question hier, sachant que je savais qu'on allait se voir, de me dire, est-ce que je définis dans ma tête exactement ce qu'est le bonheur ou est-ce que je me laisse aller juste à exprimer là, dans l'instant, ce qui me semble être important à dire. Il y a une notion chez moi, déjà parce que j'incarne 2 signes de feu dans mon thème astrologique. Je pense que je suis une enflammée de la vie. Il y a vraiment un truc que j'aime éperdument et qui me rend profondément heureuse, c'est de me lever le matin et de me sentir tomber amoureuse de la vie. Et à travers plein de choses. Alors parfois c'est le matin et ça vient comme ça très naturellement. Je me réveille, j'ouvre les yeux, j'ouvre mes rideaux et puis je vois le soleil et je vois déjà cet appartement dans lequel je me sens si bien et ce beau quartier parisien et voilà, tout ce lieu, mes plantes, n'importe quoi. Parfois ça suffit simplement à me rendre heureuse. Parfois non, parfois j'ai besoin de commencer ma journée et de me rendre compte que je prends les transports et puis je me retrouve à côté d'une femme très souriante avec qui je me mets à échanger quelques mots. Et là, ça me fait tomber amoureuse de la vie, où je me retrouve à prendre un petit café sur le bord de Seine et ça va être un petit instant qui va me rendre heureuse. Voilà, donc je crois que c'est des petits moments de la journée qui peuvent paraître insignifiants pour beaucoup, que j'ai commencé moi à vivre avec intensité au moment où j'ai démarré la méditation et le yoga, parce que c'est des approches qui ont carrément changé ma vie, parce qu'elles m'ont permis de vraiment m'incarner dans l'instant présent, et à partir du moment où je les vivais au quotidien, j'arrivais à être heureuse en fait d'un rien. Alors d'un rien qui en fait finalement devenait un tout. Donc je crois que c'est ça, c'est que chaque jour je sois dans cet instant présent et que cet instant présent me fasse tomber à chaque fois folle amoureuse et éperdument amoureuse de la vie. Mais tu vas faire rêver plein de gens. D'accord, et est-ce que j'imagine que ça n'a pas toujours été comme ça ? Non, ça n'a pas toujours été comme ça. C'est quoi ton parcours ? Alors, j'aime bien, c'est très... Comment t'en arrives là ? Comment j'en arrive à avoir cette vision des choses aujourd'hui, cette philosophie merveilleuse, quoi. Eh bien, c'est un long cheminement. Alors c'est vrai, là, comme tu le soulignais en début d'interview, on est dans le studio de Radio Médecine Douce, qui est quand même un boulot et pas vraiment un boulot. Hein. Je pense que toi comme moi, on n'exerce pas ce qu'on peut appeler un travail. On a l'impression de se lever le matin et juste de se faire kiffer, d'être là et de se dire mais la vie est tellement belle justement parce qu'on est à notre place. Donc ça a été en fait un long cheminement, évidemment, d'être embauché comme journaliste dans un groupe de presse autour des médecines naturelles et du développement personnel. Ça a évidemment beaucoup influencé aujourd'hui cette philosophie de vie. Et puis cette rencontre avec le projet de Radio Médecine Douce qui a été juste, je pense,
pour le moment, un des plus grands projets de ma vie, quand on m'a dit, voilà, il y a une petite radio, pour l'instant elle n'est rien, il y a tout à faire, tout à développer. Déjà, on te fait confiance, on te donne entre les mains un outil où tu pressens qu'il y a profondément des choses à faire. Et comme je l'ai dit dans une autre interview que j'avais donnée, voilà, j'ai pas été élevée dans l'idée de mettre du sens dans ce qui nous arrive, pas non plus élevée avec des granules d'homéopathie et de la phytothérapie à chaque fois que t'es malade. C'est des choses que j'ai vraiment découverte avec le temps, mais par contre j'ai été élevée avec beaucoup de bon sens et une mère qui m'a toujours élevée dans une forme de capacité au bonheur, où justement sur des petites choses simples, on n'avait pas toujours forcément des moyens pour faire des choses extraordinaires, mais c'est pas grave. Voilà, déjà ma mère, c'est important pour elle de bien se nourrir et bien manger, donc c'est vrai que aujourd'hui c'est quelque chose de très important pour moi, et ça aussi ça a été un long cheminement, mais me faire plaisir, me cuisiner des choses qui me font du bien, qui sont bonnes pour mon corps, qui respectent la nature, voilà, ça aussi ça fait partie des petits moments de bonheur. Mais en tout cas, dans ce parcours, en arrivant à la radio, en étant journaliste, intervieweuse, animatrice, directrice de cette antenne, eh bien, je me suis mise à poser des questions à des gens de tous les milieux, que ce soit des gens qui sont plus dans le milieu de la spiritualité, d'autres qui sont dans le développement personnel, d'autres beaucoup plus le milieu médical, thérapeutique. Mais en fait, dans le simple exercice de poser des questions à quelqu'un, c'est des questions que tu te poses à toi-même. Et donc, chaque soir, je rentrais chez moi, l'air de rien, je dormais, et puis évidemment, mon inconscient devait continuer à faire le travail. Il y a tellement de choses qui se sont déjà intégrées de manière assez naturelle. Et puis après, moi, j'ai commencé à avoir de l'attrait pour toutes ces choses-là. Donc, j'ai commencé à me former en hypnose, j'ai commencé à suivre des stages, et puis comme je le disais, j'ai commencé la pratique du yoga et puis de la méditation. Ça a été vraiment deux aspects très très importants du point de vue déjà de libération du corps, d'avoir un outil comme le yoga qui permet juste de remettre les compteurs à zéro. Peu importe comment tu arrives à ton cours de yoga, tu sais que tu vas repartir, tu vas être vibrant et tu vas être bien, tu vas être heureux, tu vas être connecté. Voilà, donc tout ça s'est ouvert au fur et à mesure, et à force de poser des questions aux autres, j'intégrais tous ces outils, et puis surtout j'avais envie de les expérimenter, donc je me lançais dans l'expérimentation. Et puis au fur et à mesure, c'est des choses qui restent, que tu commences à incarner. Et je ne peux que sourire à la vie et être heureuse et vivre dans cette philosophie en étant déjà juste dans mon axe, alignée, comme disent souvent les thérapeutes. Je me sens totalement alignée, je sens que la vie elle me guide, je sens que je suis à son service aussi. Donc ça c'est un immense bonheur aussi, de sentir que la vie elle explose, elle bat comme si la vie pouvait être un immense cœur, et puis ce cœur il bat aussi un petit peu en toi. C'est une dimension magnifique. Ouais. Quelque part aussi, on peut considérer la chance d'être en connexion avec des personnes qui ont bien avancé dans leur parcours, des personnes quand même plutôt connues, on va dire, dans le monde de la spiritualité ou du bien-être. Ouais. Je pense que c'est aussi une chance d'être en connexion avec ces personnes, parce qu'inévitablement, t'apprends aussi, comme tu le disais, en questionnement, et je pense que évidemment, ça participe grandement à ton épanouissement personnel, quoi. C'est un vrai cadeau de la vie, ouais, c'est clair. Hein. Et justement, quand tu es en connexion avec toutes ces personnes, est-ce que tu as l'impression qu'on pourrait tirer des conclusions, des conclusions en se disant, est-ce qu'il y aurait une ligne directrice pour tendre vers le bonheur? J'ai une idée très précise sur la question. Et d'ailleurs, j'ai lancé un blog pour parler de cette idée-là, parler de l'idée du mariage avec soi. Moi, je pense qu'évidemment, tout passe par le rapport que l'on a avec soi, en fait, qui va ensuite définir le rapport que l'on va avoir avec le monde, les gens que l'on va attirer, les situations qui vont s'ouvrir à nous ou pas. Et c'est vrai que j'ai trouvé cette métaphore assez rigolote de l'idée de se marier à soi, en fait, simplement pour symboliser en fait l'importance de s'unir à qui l'on est, de devenir son meilleur ami, son meilleur allié, la personne que l'on aime le plus au monde. Et c'est pas du tout égoïste, c'est pas du tout une erreur, c'est pas présomptueux de penser ça, au contraire, c'est déjà reconnaître, comme je disais, la vie œuvre à travers moi, et m'aimer, c'est reconnaître aussi le divin qui existe en moi-même, dans mon cœur. Et ouais, donc je pense que la clé, et là où se rejoignent toutes ces personnes qui parlent d'épanouissement, qui parlent de bonheur, qui parlent de joie, j'ai fini par y voir ce vrai aspect commun, tu vois, de l'idée d'être en amour avec soi-même. Donc de cultiver son bien-être. Profondément.
Ouais, oui, cultiver son bien-être, mais c'est vraiment, c'est se regarder. Je pense on parle souvent d'estime de soi, de confiance en soi, on parle peu d'indulgence de soi. Je pense que c'est très important d'être indulgent avec soi. Là où un de tes amis va rater quelque chose, toi tu vas être derrière, tu vas le soutenir, tu vas lui dire c'est pas grave, c'était juste le coup d'essai, mais tu verras la prochaine fois. Tu vas exploser, tu vas réussir, ça va être extraordinaire. Et quand on est comme ça avec soi dans la même situation, on a raté quelque chose, on va rentrer chez soi, on va se dire je suis nul, je suis pas assez bon, je le savais, j'aurais pas dû essayer, j'aurais pas dû tenter. Voilà, donc ça, je pense que c'est la pire connerie qu'on puisse faire. J'ai fait il y a pas très longtemps une interview sur Radio Médecine Douce qui s'appelle Êtes-vous votre pire ennemi? Voilà, et j'ai trouvé le sujet très intéressant, c'est sur en fait ce mécanisme d'auto-sabotage qui vient, et souvent qui est très inconscient, mais qui provient de l'enfance, qui provient de l'adolescence, de peut-être d'un professeur qui vous a réduit à rien, ou des parents qui n'ont pas su mettre en valeur ce que vous étiez. Mais je crois que c'est pas du tout la quête d'être un être parfait, parce qu'en fait la perfection on en a rien à foutre, ça n'existe pas, c'est une vue de l'esprit. Je pense que c'est juste reconnaître que l'on est parfait dans ses imperfections, et voilà, et qu'on s'accueille comme l'on est, qu'on accueille tous les sentiments, émotions, ressentis, même des choses qui nous gênent un peu plus, qui nous dérangent. Parfois il y a des aspects de nous-mêmes qui nous dérangent, mais c'est pas pour autant qu'on doit tout de suite fermer la porte à soi-même et se dire ah non, ce truc-là j'ai pas envie de le voir. Voilà, je pense que c'est extrêmement, mais vraiment extrêmement important d'être dans un rapport fraternel avec soi, en fait. Ouais, c'est comme si on était son meilleur pote et on est là, on se soutient, ouais. Tu trouves pas que c'est plus facile à dire qu'à faire? Eh ben, c'est comme tout. Je pense que si on pense que c'est impossible à faire, on n'arrivera pas à le mettre en œuvre. Mais si au quotidien, on essaye à travers des petites choses de poser un regard d'amour, de pas se juger. C'est vrai que nos pensées guident notre vie en fait. Elles guident aussi l'énergie qui se dégage autour de nous et ce que l'on va attirer ensuite. Alors c'est vrai que la méditation est un outil, encore une fois, on va croire que je fais la pub pour la méditation, mais encore une fois un outil qui nous permet de prendre conscience de ce à quoi on pense, parce que les pensées sinon ça défile, c'est sans cesse dans la tête et ça ne s'arrête pas. Voilà, donc ça nous permet de réaliser que déjà on a peut-être des pensées négatives, et je suis la première à être là et à me rendre compte que y a des pensées négatives et négatives sur moi-même encore que j'ai au quotidien. Mais pour tous ceux qui se disent mais ok, la méditation, mais c'est quoi la méditation? Toi, quand tu médites comment par exemple? Alors, ça va dépendre. Ça va vraiment dépendre de mon humeur. Il y a des fois où je me mets une petite méditation guidée, quand justement je sens... En fait, quand je suis dans un aspect un peu chaotique de moi-même, quand j'ai vécu des journées un peu difficiles, où je me sens triste, où il y a des émotions qui sont très fortes, j'ai du mal à rentrer en moi-même de manière simple, en fait, et fluide. Donc, dans ces cas-là, je préfère prendre une vidéo, un CD, enfin bon, t'imagines bien qu'avec Radio Médecine Douce, j'ai pas mal de support pour le faire, et donc à ce moment-là, je me mets un petit CD, et je me place, et donc j'écoute la voix de la personne qui me fait vivre cette méditation. Sinon, je médite sur des mantras, en ce moment, beaucoup sur un CD qui s'appelle Mantram, qui a été fait par Arnaud Rioux, qui a écrit un livre, Réveiller le chaman qui est en vous. J'ai adoré son CD de mantra, je le trouve extraordinaire, je vous le recommande. Et puis sinon, encore parfois, dans la nature, alors à Paris, c'est vrai que j'ai pas toujours la possibilité d'être dans un endroit calme et reposant pour entrer en méditation, mais je crois qu'il n'y a rien de plus simple quand on est en fascination, en contemplation face à un paysage merveilleux, de se placer, d'être là, proche de sa respiration, proche des battements de son cœur. Voilà, ça va être des manières différentes de méditer, ça va dépendre du lieu, du contexte, de l'humeur et l'énergie dans laquelle je vais me trouver. Mais c'est pas un exercice si compliqué que ça, la méditation. C'est juste que ce n'est pas arrêter de penser. Je pense que beaucoup de gens ils trouvent que c'est inaccessible parce qu'ils se disent arrêter de penser. Non, c'est juste ne pas s'attacher à ce à quoi on pense. Oui, entre autres, et tu parlais de la méditation contemplative, je trouve que c'est un très très bon exercice justement. Et moi, depuis quasiment 3 ans, je sillonne la planète à travers mon film. Mais je sais que tu médites dans des endroits de fou. Voilà, c'est ça. Et donc à chaque fois, je filme. Mais je filme que pendant 1 minute. Et on va faire un CD justement. Donc là, on a sorti la bande-annonce justement pour montrer que se poser 1 minute en pleine nature, et il se passe plein de choses. 1 minute dans une vie, c'est rien. C'est rien. C'est rien. Donc on peut recommander à tout le monde de se poser au moins 1 minute, d'aller au Bois de Boulogne, d'aller face à un lac où ils veulent, mais au moins de se poser 1 minute. Non, mais même ne serait-ce que chez eux. Par exemple, ouais. Enfin, je me rends compte que, en fait, mais vraiment c'est très important, et on en parlait encore tout à l'heure, de se rendre compte de l'endroit où on est. Et tout va influer ensuite. C'est-à-dire que, même avant une émission radio, si je prends le temps de me placer, de respirer 1 minute, d'être là,
présente, attentive, dans l'instant présent, ça va changer la qualité de l'émission, ça va changer mon intervention, ça va changer le rapport que je vais avoir avec mon invité. Se placer, c'est hyper important. Et je me dis même avant chaque phase de sommeil, est-ce qu'on ne devrait pas prendre cette minute, comme tu dis, pour juste, voilà, poser les choses. On sort d'une journée qui a été parfois longue, parfois belle, parfois... voilà, peu importe. Mais on prend ce temps pour juste créer un sas. Et ensuite, on peut partir dans le sommeil, ou comme le matin, on peut prendre ce temps d'1 minute pour juste se réveiller. Voilà, on est là au contact de la vie. Et puis, on peut démarrer une journée où on laisse de côté ce qui s'est passé pendant la nuit. Ou des moments où il y a des stress, où il y a des choses qui se passent. Quand il y a un truc sur moi, j'observe beaucoup les gens et je les vois toujours râler, être là, souffler dans les transports. Surtout à Paris, oui. Ouais, voilà, pour un oui, pour un non. Et en fait, au début, j'avais une notion un peu de jugement. Aujourd'hui, je la regarde avec indulgence et je me dis, mais waouh, quelle difficulté à gérer la frustration quand même. Parce que tous ces moments où on est dans une file d'attente, où on est dans le métro, il fait chaud, le métro s'arrête, on n'est pas content. Et ben voilà, tous ces moments-là, en fait, c'est des moments où on peut justement prendre cette minute, où on peut, je sais pas, s'envoyer de la lumière, où on peut prendre son livre et dévorer le 3e chapitre qu'on n'avait pas pu lire avant. On peut après planifier quelque chose. Enfin voilà, tout ce temps-là, je veux dire, on peut l'utiliser à des choses. Et je vois les gens qui sont là face au vide, tu vois, très mal à l'aise. Et je crois que justement, encore une fois, et pour rejoindre le rapport que l'on a avec soi, savoir créer un temps de méditation avec soi, ça nous rapproche aussi de nous-mêmes. On prend un peu sa météo intérieure, tu vois, on se dit, ok, est-ce qu'il fait beau aujourd'hui, est-ce que c'est orageux, est-ce qu'il y a un peu de nuages, et voilà, en fonction de ça, on sait aussi là où on est, sans jugement. C'est vrai que souvent, les profs de méditation, les gens, en yoga, on te dit toujours, faites, mais surtout ne jugez pas. Voilà, et c'est très important à chaque fois, dans chaque pas, exactement, ne pas être dans le jugement vis-à-vis de soi. Ouais. Est-ce que toi qui es aussi très confronté à l'univers dans lequel on baigne, tu parles du bien-être et du développement personnel, est-ce que tu constates aussi une certaine forme de boulimie au niveau des stages en développement personnel, de la part des individus qui justement ont envie d'aller vers plus de sens, ont envie d'aller vers quelque chose de plus positif dans leur vie? Moi j'ai le sentiment en tout cas que pour une partie de la population, évidemment, c'est pas tout le monde, mais qu'il y a une forme de boulimie. Tu penses quoi des stages en développement personnel? Je pense qu'il y a du bon et du moins bon. Je pense que déjà, on n'est jamais attiré par hasard. Je pense qu'il n'y a pas de victime dans la vie. Je pense que parfois, quand j'entends des discours de « j'ai fait ce stage organisé par un escroc », voilà, encore une fois, les gens vont se victimiser et vont se sentir un peu avoir été roulés dans la farine, alors que je pense qu'ils avaient forcément quelque chose à en comprendre. Moi-même, je suis des stages. Maintenant, je suis devenue une fana, quoi, tu vois. Je vais passer mes vacances. Enfin, là, je suis partie, qu'est-ce que je disais, en Crète, en stage de méditation, yoga, chant sacré. Justement, la Crète magnifique, je me levais à 6h du matin, j'allais méditer au lever du soleil, ensuite à 9h, on avait 2 heures de yoga, ensuite on chantait, enfin ça a libéré tellement de choses. Donc pour répondre à ta question, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pensent évoluer spirituellement ou personnellement, mais pour qui ça reste dans la tête. Et en fait, j'ai aussi longtemps compris, et quand je disais je pose des questions à des personnes et j'intégrais des choses, mais j'intégrais beaucoup de choses intellectuellement, je l'intégrais pas forcément toujours dans mon corps. Donc encore une fois, le yoga, mais pas que, je te parle de ce chant sacré, c'est vrai que pendant ce stage-là, je sentais des douleurs dans mon corps, je sentais des choses mais qui sortaient de nulle part. J'ai un moment mon diaphragme qui s'est bloqué parce qu'il y avait des choses qui circulaient, il y avait des peurs qui essayaient de partir. Et voilà, et j'ai senti qu'il y avait vraiment des approches corporelles dont j'avais besoin, en fait, qui me permettaient d'aller libérer des choses, mais ou pas seulement dans le mental. Je me suis dit, oui, j'ai bossé sur mes lignées, mais dans ma tête, quoi. En fait, pas seulement. Évidemment qu'il faut travailler sur l'énergie, mais il faut aussi travailler sur le corps. Et la dimension du corps, aujourd'hui, c'est quelque chose qui me semble primordial. Donc je pense qu'il y a des gens qui vont être dans une boulimie, qui vont avoir l'impression d'évoluer, et qui derrière vont se retrouver dans les mêmes situations de vie, les mêmes schémas. Je pense que là, il y a un problème. Il faut soit aller vers d'autres approches, soit peut-être justement passer par le corps, libérer des choses par le corps, puisqu'il emmagasine en fait beaucoup de choses. Hein. Tout ce qu'on a vécu depuis notre vie intra-utérine, c'est là, et les traumatismes. Donc, je leur recommanderais peut-être, en effet, d'aller vers des approches peut-être moins de l'ordre du psychisme ou de l'énergétique, même si ces 2 degrés sont très importants. Mais d'aller peut-être dans la dimension de corps et de libérer par là. Tout à fait, pour moi c'est exactement ça, il faut intégrer le corps et l'esprit. Il ne faut pas les dissocier parce que les deux sont vraiment imbriqués, donc il ne faut pas travailler que le côté spirituel, mais il faut travailler aussi le physique. Il ne faut pas oublier que notre âme est habitée dans notre corps, qui est un corps physique, donc autant
faire ce peu pour qu'il se porte bien. Mais complètement. Ouais. Complètement. Donc c'est vrai que bon, pareil, tu prêches à convaincu, le yoga, moi je trouve que c'est excellent. Pourtant j'ai fait 14 ans de kung fu, mais mais déjà, t'étais quand même déjà. Ouais, j'étais déjà sportif. Ouais. Mais le yoga a quand même cet avantage de travailler le corps et l'esprit justement. Et ça, je le retrouve pas dans d'autres sports. Et de libérer l'émotionnel aussi. Hein. Ouais, aussi, oui, clairement. Ouais. Est-ce que tu as aussi l'impression, comme moi, que la population est en quête de sens? Oui, je le sens profondément et de plus en plus. Ouais. Je sens que... Mais là, ça vient de partout. Et je peux peut-être parler de mes proches, parce que mes proches n'ont pas forcément baigné là-dedans. Alors, ma famille, c'est encore autre chose. Mais même si mon frère, que j'embrasse, d'ailleurs, s'il nous regarde, pratique le bouddhisme. Et donc, il a vraiment cette quête spirituelle, lui, dans sa vie. Mais je vois, du point de vue de mes amis, par exemple, c'est vrai que autant il y a 6 ans, quand j'ai commencé ce boulot, ils se posaient pas forcément beaucoup de questions. Autant aujourd'hui, alors peut-être que c'est parce que je les bassine aussi avec mes histoires, mais je les sens beaucoup plus conscients, d'avoir envie de donner du sens à ce qui leur arrive. Et je sens qu'en général, alors au-delà de ce milieu, parce que c'est vrai qu'on est influencé vu qu'on nage un peu là-dedans. Donc, mais au-delà de ça, non, des gens dans le quotidien que tu rencontres, avec qui tu discutes, des personnes dans le métro que tu vois lire des livres sur les clés pour le bonheur, l'art de méditer, voilà. Je sens vraiment qu'il y a un profond intérêt pour toutes ces approches qui vont donner du sens, pour peut-être soi-même donner du sens à sa vie, trouver un boulot qui nous épanouit, pas seulement être dans cette quête de l'argent. Je pense que les gens commencent profondément à réaliser que l'argent ne les rend pas heureux. Et que d'ailleurs les gens les plus fortunés, au bout d'un moment, le seuil, quand ils continuent à s'enrichir et de manière complètement excessive et cupide, c'est souvent d'ailleurs des gens qui se suicident ou qui sont, enfin c'est pas des gens qui respirent le bonheur. Et pour autant, on peut se mettre à voyager, rencontrer des gens qui n'ont pas grand-chose et qui, eux, respirent la joie de vivre parce qu'ils sont beaucoup plus en connexion avec leur essence, avec la nature, avec les choses simples, avec les bonheurs simples de la vie. Et je crois qu'aujourd'hui, cette quête de sens, elle se met en place parce que les gens ont envie d'être épanouis. Et tout ce qu'on leur a un petit peu inculqué, tout ce à quoi on les a conditionnés, c'est en train un petit peu de tomber. Donc ça fait mal à certains moments, je pense, pour certains. Surtout quand tu as attendu. Alors nous on a la chance peut-être d'avoir eu ces messages-là jeunes, mais pour certains qui arrivent à 50, 60, 70 ans et qui tout d'un coup réalisent toutes ces choses-là, bon évidemment c'est merveilleux, il est jamais trop tard, mais voilà, autant en prendre conscience tôt. Et pour les jeunes d'aujourd'hui, je pense que là où ils sortent d'école et ils se disent à tout prix il faut que je trouve une entreprise pour m'embaucher, pourquoi pas déjà réfléchir à qu'est-ce qui me fait vibrer, dans quoi est-ce que moi je suis bon dans la vie, et il y a forcément, je suis bon, qu'est-ce qui moi me plaît en fait. Et c'est marrant, et j'ai rencontré une jeune femme qui était dans des études de droit il n'y a pas très longtemps. C'est un très bon exemple parce que on s'est mis à discuter toutes les deux. Elle me dit voilà, j'avais un moment envie d'être médecin, et puis j'ai fait 2 années de médecine, c'était pas trop ça. Ensuite je me suis lancée dans 6 études de droit. Elle me dit je suis brillante, j'ai des très bonnes notes, mais voilà, je le sens pas. Et je lui dis mais qu'est-ce que t'aimes dans la vie? Elle me dit mais j'adore le sport. Et elle me parle du sport, elle me raconte qu'elle va faire du sport en salle et qu'elle fait, alors j'ai oublié la pratique, mais c'est pas un art martial, mais du body combat. Je crois que ça s'appelle du body combat. Et elle me parle de cette discipline, elle m'explique, elle me dit voilà, il y a des jours où je vais arriver, je vais me placer dans telle intention parce que j'ai envie de récupérer telle énergie et je vais suivre le cours de cette manière-là. Et un autre jour, je vais avoir envie de contacter autre chose, donc je vais me placer différemment. Et en fait, elle m'en parle, mais je vois dans ses yeux une telle flamme, et je lui dis mais en fait, qu'est-ce que tu fais? Parce que ce que tu veux faire, c'est ça. C'est être prof de sport, mais pas de le faire dans la dimension où tu vas dire aux nanas, il faut absolument se muscler, faire ça. Tu vas leur apporter tout ce que toi, ça t'apporte, en fait. Et là, tout ce que tu me décris, c'est loin d'être que ça me fait des jolies fesses et des kilos en moins pour l'été. C'est bien plus que ça, en fait. Et voilà. Et tout d'un coup, c'est vrai, elle m'a dit, mais t'as raison. C'est sûr, tu mets le doigt sur quelque chose. Tu sais, on est en train de créer une école pour les enfants, une école de la maternelle jusqu'au bac, qu'on a appelée l'école de la vie néo-bien-être, parce que pour moi, tout part de l'éducation. Et justement, ça c'est une des clés, c'est-à-dire que si on arrive à faire en sorte de déceler chez l'enfant, en tout cas que l'enfant puisse découvrir par lui-même justement ses talents,
qui il est, ses émotions, comment les gérer, comment rentrer de manière collaborative avec ses copains, ses camarades, etc. Je suis sûr que cet enfant, plus tard, il sera épanoui et heureux comme tout, quoi. C'est clair. Et ça, pour moi, c'est vraiment toute la base, quoi. Si tu voyages, toi aussi, tu le vois, à chaque fois, tout part de l'éducation. On a beau tout faire. Non, mais complètement. Mais ouais, c'est ça. Un adulte, à déconditionner, c'est extrêmement long. Ouais. Alors qu'un enfant, c'est juste pur, quoi. Et puis l'enfant, il a envie d'intégrer. Et puis même, j'en parlais avec une éducatrice spécialisée hier qui justement est dans ce courant-là et qui intervient auprès de... elle, c'est maternelle jusqu'au collège. Et on parlait de la période du collège. Je sais pas toi comment tu l'as vécu, mais moi, je sais que c'était un espace où le jugement était tellement présent. Au collège, c'est très difficile. Les enfants qui d'ailleurs commencent à devenir des ados, sont très méchants les uns avec les autres. Mais c'est vraiment violent. Et je me souviens des critiques. Alors, t'as un peu de poids, t'es comme ça. Et ne serait-ce que cette intolérance, en fait, parce que c'est une période où ils commencent à être tellement mal dans leur peau que justement leur frustration et leur colère, ils savent pas l'exprimer autrement que en la déversant sur les autres et en étant haineux et méchants avec les autres. Ben voilà, si tu les prends à la maternelle et que tu leur donnes déjà des outils, des clés pour mieux se centrer, mieux se placer, c'est qui eux par rapport au groupe, quelle est leur valeur, voilà, et t'en fais juste des êtres un peu plus conscients, et ben ce sera pas des collégiens qui vont ridiculiser parfois même, pour certains, commettre des choses, tu vois, qui vont, voilà, puis traumatiser d'autres. Abat la compétition, abat tout ce qui va. Complètement. C'est sûr, ouais. Et c'est sûr qu'il faut tout remodeler, quoi. Ouais. Mais ton projet, je le soutiens et je le trouve merveilleux. Et en effet, je pense que je serai la première en ayant mes enfants à les faire méditer, à faire du yoga avec eux, à être vraiment. D'ailleurs, les enfants, je pense qu'on leur parle pas assez comme des êtres conscients. On leur parle toujours comme si c'était des petites choses qu'ils comprenaient pas. Évidemment, veillez à votre discours, vous n'allez pas raconter tous vos problèmes financiers à votre enfant, mais je pense que l'enfant peut comprendre, en fait, si on emploie les bons mots. En fait, je pense que l'enfant est à même de comprendre toutes les situations. Et parfois même, sans même qu'on ait besoin d'y mettre la parole, juste dans l'observation. Et puis voilà, et soyez l'incarnation de ce que vous voulez voir dans le monde. Et soyez l'incarnation de ce que vous voulez que votre enfant soit. Au lieu d'essayer de lui inculquer, il faut que tu sois comme ça, il faut que tu fasses ça. Soyez-le tout simplement et vous perdrez moins d'énergie et essayez de l'en convaincre. Oui, c'est ça, c'est bien de vouloir créer une école alternative pour les enfants, mais il faut s'occuper des adultes aussi, quoi, parce qu'il faut attendre encore à peu près 3 générations, à mon sens, pour que justement il y ait plus ça se replace. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Il faut que les deux participent ensemble, quoi. Il faut vraiment... Parce que s'il n'y a pas de continuité derrière, ça sert à rien. Est-ce que tu vois aussi, toi, de ton côté, que cette évolution dite spirituelle est en train de doucement nous faire basculer vers un changement de paradigme? C'est-à-dire? Comme si il y avait quelque chose qui était en train de s'inverser, quoi. C'est-à-dire qu'on parle de prise de conscience, mais dans cette prise de conscience aussi, alors tout le monde n'emploie pas le mot spiritualité, mais on parle quand même beaucoup de spiritualité. Et donc du coup, moi j'ai l'impression que cette prise de conscience s'accompagne d'une spiritualité plus élevée pour la population. Et donc du coup, que cet ensemble est en train de changer, et donc on est en train de changer de paradigme. Déjà, comme on l'a dit un petit peu, c'est vrai qu'on va plus se positionner de la même manière dans la vie, on va peut-être moins envisager l'existence comme une quête à tout prix de réussite. Quelle réussite? Pourquoi? Tu vois, je pense qu'on va y mettre d'autres valeurs, on va y mettre, en effet, une nouvelle forme de conscience. Je sais pas si... je pense que oui, en effet, ça représente un nouveau paradigme. Tu veux dire par rapport à une société de consommation dans laquelle on naviguait avant, mais en fait, par rapport à plein de domaines, je crois déjà que la vie est courte, que les gens commencent à s'en rendre compte. Il y a un mec qui a écrit, que j'ai reçu, qui s'appelle Jean-François Vézina, tout se joue avant 100 ans, et ça me fait marrer, mais c'est vrai qu'on oublie que la vie elle est courte et que d'ailleurs on pourrait partir demain. Pourquoi ne pas vivre l'instant déjà avec une intensité? Dire là, toi et moi on est là, vivons avec joie, bonheur, intensité, folie, cet instant qui nous est donné et qui est juste merveilleux et agréable. Voilà, non, je pense que les gens prennent conscience que la vie est courte et qu'il faut absolument en profiter. Et peut-être pas en profiter comme ils en profitaient avant, à savoir dans le matériel, dans l'idée que la joie et le bonheur venaient de l'acquisition extérieure, en fait. Qu'on commençait à être heureux parce que, petite fille, on avait la Barbie sirène et le château de princesse. C'est vrai qu'on nous a beaucoup récompensé avec du matériel, donc peut-être que c'est de nous formater
voilà, un certain niveau de nous-mêmes, et bon, c'est pas sans en vouloir à nos parents, c'était comme ça, on a été élevés comme ça. Aujourd'hui, peut-être qu'on a envie de vivre les choses différemment, peut-être que l'argent, on a envie de le mettre dans les voies, mais je le vois que les jeunes, regarde, aujourd'hui, ils ont de l'argent, ils ont pas forcément, ils s'en foutent d'acheter un appartement, ils ont envie de faire le tour du monde, ils ont envie de rencontrer les autres. Aujourd'hui, quand t'offres un cadeau à quelqu'un, je trouve ça tellement plus beau de lui dire, bah ok, bah en fait, réserve ce soir-là ou réserve cette journée-là et je t'emmène à tel endroit où c'est une surprise, ou voilà, mais tu prévois un moment avec cette personne et la personne, elle se souviendra tellement plus du moment de cette soirée, de cette journée qu'elle a vécu avec toi, plus que d'un meuble, d'un bijou, même si ça peut évidemment faire plaisir. Je veux dire, moi, je suis pas opposée au matériel non plus, hein. Je suis coquette, voilà. Mais ça doit pas être une source d'épanouissement en soi, on doit pas être en quête de ça. Et je pense que concrètement, oui, les gens, de par cette ouverture à la spiritualité, qui en fait, pour moi, la spiritualité, si tu comptais me poser la question, Merci. C'est trouver sa place sur Terre, en fait, de contacter sa lumière, et puis et quand on l'a trouvée, et quand on est dans sa brillance, et ben, c'est de l'exprimer, c'est d'être là, de porter son message au monde. Je pense qu'on est tous porteurs d'un message, on n'est pas là par hasard. Et déjà, quand on dit ça aux êtres qui pensent que leur vie n'a pas de sens, et ben, ça leur remet peut-être un peu de baume au cœur. Et voilà, une fois qu'on est au contact de cette lumière, et ben, aller porter cette lumière, ce message, cette mission, peu importe comment vous l'appelez, ensuite au monde, et déjà aux gens autour de vous, mais évidemment au monde. Et il y a pas mal de personnes d'ailleurs que tu rencontres toi aussi, qui passent par des phases de vie, et je trouve ça très intéressant de voir qu'une personne, elle est passée par un cancer, et puis derrière elle va accompagner des personnes atteintes de cancer. Enfin bon, souvent, dans le parcours, il y a quand même quelques éléments qui vont ensuite nous amener à se rendre compte que c'était ça notre message, parce que quand on a transcendé cette étape, cette difficulté, ça devient souvent après le message que l'on a à porter. C'est vrai, ouais, mais est-ce qu'il est nécessaire de passer par non, des pas difficultés, toujours, quoi. pas toujours. Et puis il y a des fois où tu sens que la vie, elle a prévu des choses importantes pour toi. Moi, j'ai toujours pensé depuis petite fille que il y avait une mission, quoi, que j'étais là pour vivre quelque chose de grand. Écoute, ça s'explique pas, mais j'ai toujours su ça, et voilà, et je me laisse porter par la vie, et chaque jour la vie, elle me met sur ma route les personnes, les situations, les lieux, les espaces, les connexions qui font que j'ai l'impression d'être en formation continue tous les jours, et elle me donne beaucoup et très vite et même jeune. Et les gens sont souvent étonnés de se dire, ah, mais je vous écoute à la radio, vous avez une voix, moi je pensais que vous aviez 50 ans, et puis finalement, bon bah non, je suis ni blonde et je n'ai ni 50 ans, les chéris. Mais pour autant, je suis déjà consciente de beaucoup de choses, en effet. Voilà, on va savoir pourquoi j'ai peut-être pas eu besoin de passer, alors même si je suis passée par des petites choses moins faciles, mais je crois que je suis vraiment passée aussi par cet état où j'avais envie de transcender le désamour que j'avais pour moi, même si je me suis jamais détestée, mais j'ai eu des moments où c'était plus compliqué entre moi et moi, et de transcender ça pour me dire, le jour où j'ai décidé, même si encore une fois c'est un travail du quotidien et c'est pas tous les jours facile, le jour où j'ai décidé de transcender ça et de changer la donne et de me dire, ok, tu vas te regarder tous les matins et tu vas te faire un sourire déjà, tu vas te dire un mot d'amour, tu vas prendre le temps, et même de, tu sais, parfois c'est bête, on se touche jamais, mais même se toucher soi, se passer de l'huile sur le corps et de le faire avec amour, avec une belle intention, c'est hyper important. Et là, pour ça, tu as eu un déclic, ou ça s'est fait comme ça? Non, ça s'est fait au fur et à mesure du temps, ça s'est fait vraiment petit à petit, mais je crois que en tout cas, je suis pas consciente depuis toujours que je portais le divin en moi, qu'il fallait que j'ai foi en moi. J'ai toujours cru en moi, je me suis toujours dit, bon, voilà, suis ta route, n'oublie pas que la petite Nathalie, elle a toujours senti qu'il y avait quand même quelque chose qui nous attendait. Donc déjà de se projeter comme ça, mais si tout le monde se dit qu'il a, et ce que je disais tout à l'heure, je pense que chacun a une mission, je pense que de s'ouvrir à l'idée que l'on porte cette mission, c'est déjà génial, parce qu'on n'a qu'une envie, c'est de la trouver, ou voilà, et puis ensuite, d'aller porter ce message au monde et de se dire qu'on n'est pas là par hasard, on n'est pas juste comme ça un grain de sable. Non, on a un grain de sable, mais qui participe à une merveilleuse plage avec un océan incroyable. Alors, les gens qui nous écoutent, ils vont se dire, ok, alors moi je commence demain, mais je commence comment? Par s'aimer. Par s'aimer. Il faut se faire des bisous. Non, mais tu veux dire, comment les gens commencent demain par apprendre à s'aimer? C'est ça la question? Par apprendre à s'aimer, puis par essayer d'identifier en quoi ils sont bons, dans quelle direction ils peuvent aller, justement pour aller sur leur mission de vie, quoi. Franchement, Julien, on a tous des trucs qui nous font kiffer dans la vie. On a tous des choses qu'on aime.
Tu vois, ne serait-ce que moi, depuis tout le temps, j'adore dialoguer, j'adore poser des questions aux gens. J'adore connaître le parcours de vie des gens. J'adorais lire dans les ouvrages les livres autobiographiques, où tu vois, connaître le parcours des auteurs que j'aimais, des réalisateurs, des acteurs, voilà. Je trouve ça très intéressant, les portraits de vie. C'est toujours un truc qui m'a plu. J'ai toujours aimé l'humain. Et même à un moment, je me suis demandé... je suis journaliste ou je suis psy? Parce que la psycho aussi, ça m'intéresse. L'humain m'intéresse depuis toujours. Donc voilà, évidemment, ça m'a apporté aussi à ça, et c'est ce que je fais tous les jours. Et si j'avais pas envie d'en savoir plus sur l'humain, ça me ferait chier de poser des questions à autant de gens. Aussi passionnant soit-il, je veux dire, si c'est pas ton truc, c'est pas ton truc. Ça veut dire que tu as identifié en amont que tu voulais faire ça? Non, mais ça veut dire que, oui, enfin non. Dans mon cas, les choses sont venues de manière assez fluide. Mais ce que je remarque et ce que je te confiais tout à l'heure, c'est que les gens, quand je leur demande je suis dans ces études-là, où je fais ça, où je fais tel métier, et je sens que c'est pas ça, et que je leur dis mais il y a bien un truc dans la vie qui te plaît, quoi. Voilà, quelque chose où tu le considères même souvent, les gens le considèrent en fait comme un hobby. Les gens, ils se disent mais c'est juste une passion, ça c'est pas un métier. Tu leur dis ah mais c'est là que tu te trompes. En fait, je crois qu'une passion peut être un métier et qu'on peut concrètement gagner de l'argent avec des choses que l'on aime. Et si le grand truc, c'est d'avoir un centre au bord de la mer et d'y faire des cours de yoga tous les matins et de recevoir des gens un week-end, une semaine, ou d'élever des enfants ici et d'avoir... Voilà, et c'est génial. Et en soi, l'argent va pas être un moteur de vie. Donc, il suffit juste qu'on ait le nécessaire pour vivre et ça suffit, en fait. Donc, retour à la simplicité. Voilà, déjà un retour à la simplicité. Et puis, comme tu dis, comment est-ce qu'on découvre sa mission, son message, ce pourquoi on est fait? En regardant ce qui nous fait vibrer. Et la vie, elle est géniale parce qu'en fait, elle trouve la mission dans ce qui nous donne le plus de plaisir. Donc, je veux dire, tu peux pas être plus en gratitude que ça, quoi. Je sais pas, qu'est-ce que t'en penses? Bah oui, c'est sûr, c'est évident, tu prêches à convaincu. Hein. Est-ce qu'il y a une citation qui tue partout? La vie est belle, ouais. D'accord, ça tue partout, donc forcément c'est tatoué. Et attends, je sais pas si je peux montrer mon pied, je sais pas si ouais, ça se voit, mais okay. Voilà. C'est un message qui peut paraître simple, même parfois des gens regardent le message et peuvent trouver ça, comment dire, vrai, parfois niais même, mais pour moi c'est juste tellement surpuissant, c'est 3-4 mots, mais la fille qui a oublié de compter. C'est 4 mots, mais c'est les 4 mots qui guident ma vie. Ouais. Tous les matins, j'ai envie de me réveiller en me disant la vie, elle est belle. Et si là, même en début de cette journée, j'arrive pas encore à y voir la beauté, je laisse la possibilité pour que la fin de journée me la montre. Et voilà. Et puis parfois, comme je disais en début d'interview, dès le matin, tu te rends compte que la vie, elle est belle, elle brille, elle est intense, elle passe à travers toi. Est-ce que tu as quelque chose de peut-être plus personnel à transmettre aujourd'hui? C'est-à-dire un petit message aux proches? Ouais, c'est ça, ouais. Je sais pas, quelque chose peut-être... non, moi je vais en profiter, je vais profiter de cette caméra, je vais profiter de cette interview pour inviter les gens à se rendre, à découvrir. Alors moi j'imposerai à personne, mais à découvrir le travail que je fais et que l'on fait, parce que je suis pas la seule, enfin je suis la seule journaliste à m'en occuper, mais j'ai des gens extraordinaires autour de moi qui interviennent régulièrement. Donc à se rendre sur le site www.radiomédecine12.com, à découvrir les émissions. C'est une web radio, donc c'est vrai que toujours les gens me demandent mais c'est quelle fréquence? Donc les chéris, c'est sur le web et c'est en application pour iPhone, iPad. Donc voilà, n'hésitez pas à la découvrir, à piocher ce que vous avez à apprendre. Je me dis souvent dans la vie que en fait, il faut prendre ce qu'on a à apprendre, que ce soit face à des êtres, face à des supports, face à tout un tas de choses. En fait, il y a toujours quelque chose à récupérer. Et même si parfois on était juste que dans une forme de colère, on avait peut-être aussi quelque chose à comprendre. Je me rends compte avec le temps aussi que les gens qui m'énervent le plus sont parfois mes plus grands maîtres, parce qu'ils me font réaliser en effet miroir des choses que moi j'ai pas envie de développer en moi, tout comme les êtres que j'admire le plus et les gens que j'aime et les gens dont je tombe amoureuse aussi. C'est des êtres dont j'aime tellement les facettes que en fait, le fait d'avoir envie de vivre une histoire d'amour, d'amitié auprès d'eux, c'est aussi parce que voilà, j'ai envie de m'inspirer de tout ce qui émane d'eux et de le faire mien. Et ils sont forcément des miroirs de moi extraordinaires. Donc voilà, donc le dernier message, c'est on se retrouve sur www.radiomédecine12.com. Merci beaucoup Nathalie. Merci Julien. À bientôt. Ciao. Un grand merci pour votre écoute. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Je vous invite à prolonger l'expérience en regardant mon film « C'est quoi le bonheur pour vous ?» Vous le trouverez assez facilement sur YouTube. Si vous souhaitez ancrer davantage les choses,
Nous avons créé le jeu de cartes C'est quoi le bonheur pour vous, qui vous permettra de mieux vous connaître et de mieux connaître les gens avec lesquels vous allez jouer de manière ludique et bienveillante. Vous me retrouverez assez facilement sur les réseaux sociaux si vous souhaitez qu'on échange en direct. Et merci de nous laisser des messages ou des avis, des commentaires. Ça fait vraiment plaisir et je prendrai une grande joie à vous répondre. En attendant, je vous souhaite une très belle route et je vous retrouve maintenant la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast C'est quoi le bonheur pour vous ?